Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du débrief sportif. On se retrouve une nouvelle fois pour parler basket. Évidemment, on va vous parler des finales de conférence, je vous l'avais promis. Donc je vais vous faire des previews en 2 vidéos de ces finales un petit peu différentes de ce que vous pouvez voir ailleurs. J'ai vu un petit peu partout des previews un peu globales sur comment vont se passer les finales de conférence. Et moi, je voulais vous parler de points spécifiques qui me paraissent être les plus importants pour pouvoir savoir qui va être le vainqueur de chaque conférence. Du coup, dans cette vidéo, on va d'abord démarrer par la conférence Est et vous parler des options défensives qu'a Brad Stevens pour LeBron James. Pour pouvoir un petit peu regarder ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé re-regarder le dernier match des Celtics contre les Cavs, où les Cavs étaient déjà au complet, et je suis allé regarder un petit peu ce qui a été fait lors du premier tour face à Milwaukee et face à Giannis Antetokounmpo. Assez rapidement, avant de vous expliquer ça en vidéo, qu'est-ce que j'ai pu noter lors du dernier match entre Boston et Cleveland? J'ai pu noter qu'il y avait différents joueurs qui s'étaient mis face à face avec LeBron James, même si celui qui me semblait être vraiment promis à défendre sur lui, c'était Marcus Morris. En fait, il se trouve que sur chaque écran, Boston change, donc beaucoup de joueurs ont dû s'opposer à LeBron, mais globalement, il y a eu une vraie volonté de Brad Stevens de proposer différents corps et différents styles de défense à LeBron James. Alors moi, j'ai noté Marcus Morris avec plutôt une bonne défense. C'était assez difficile pour LeBron, il s'en est sorti avec de la passe et du tir. Sami Ojeleye qui était aussi beaucoup sur lui, LeBron s'en est sorti avec de la vitesse. Il y a eu Kyrie Irving et LeBron s'en est sorti avec de la puissance. Il y a eu Al Horford et il s'en est sorti avec du tir. Il y a eu Terry Rozier et il s'en est sorti avec de la puissance. Il y a eu Greg Monroe et il s'en est sorti avec du tir. Il y a eu Jason Tatum, c'était plutôt difficile, mais il lui a mis un gros fadeaway sur la tête. Il y a eu Daniel Theis qui arrivait plutôt pas mal dans une défense un peu à la Borisio en plus mobile, mais qui s'est quand même fait prendre de vitesse une fois et qui a failli prendre un gros poster sur la tête. Et je pense aussi qu'il y aura Marcus Smart qui était pas là lors de ce match, mais qui va s'opposer à lui. Donc ça nous fait quand même 8 joueurs différents, ce qui est absolument énorme. Et ce qui était assez amusant, c'est de voir que LeBron à chaque fois trouvait la solution. Autre chose très intéressante, donc je vous ai dit, ils ont la spécificité de switcher sur tous les écrans. Mais l'autre chose qui était vraiment intéressante, c'était aussi de voir qu'ils doublaient jamais sur LeBron, et ce qui est plutôt une bonne option parce que sinon LeBron il arrive à trouver les joueurs à l'opposé ouverts, et généralement c'est des paniers plutôt faciles pour Cleveland. Globalement, j'ai vraiment trouvé ça intéressant ce que proposait Boston, étant donné qu'en changeant sur tous les écrans, les Cavs vont rapidement situer et ça coupait un peu le rythme, ça cassait un petit peu le rythme des Cavs. Et globalement, je vais essayer de vous montrer ces défenses, quelques-unes en spécifique, pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi il ressort. Juste avant qu'on commence, je tiens aussi à vous remercier, comme d'habitude, pour tous les commentaires que vous pouvez mettre sur les vidéos, pour la qualité de nos échanges qui sont vraiment bons, et pour tous les likes que vous pouvez mettre, parce que ça permet à la chaîne de se développer, ça lui donne un petit peu de visibilité, puis moi ça me soutient, et vraiment ça me fait plaisir, quoi. Et le but de ces vidéos, une fois de plus, c'est toujours qu'on puisse échanger le plus possible, comme je vous le dis à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer comme ça, franchement vous me régalez avec vos commentaires et avec tous les likes que vous mettez, donc c'est vraiment top. Allez, on va tout de suite vers le premier extrait. Comme je pense que ça sera principalement Marcus Morris qui va défendre sur LeBron, je vais essayer de vous montrer une séquence pour essayer de décortiquer un petit peu la défense collective de Boston face à LeBron quand Marcus Morris défend sur lui. En l'occurrence, c'est un panier manqué de LeBron, donc vous allez pouvoir voir ce qui a pu être fait de bien de la part de Boston. Donc on arrive directement dans le deuxième quart-temps. LeBron fait une très très bonne première mi-temps. Il est adroit, il arrive à trouver des décalages et globalement, on rappelle, hein, ce match avait été vraiment une tuerie de la part des Cavs qui était, je crois, leur premier match avec leur nouveau 5 et ça s'était vraiment très très bien passé. Donc vous pouvez voir ici LeBron James qui est dans une attitude où il a plutôt envie d'être agressif, et Marcus Morris qui est ici. Le premier truc que vous pouvez remarquer sur Marcus Morris, c'est qu'il oriente LeBron James plutôt vers l'intérieur en ayant une prise de pied d'appui qui rend difficile le passage par l'extérieur pour LeBron. Donc par conséquent, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe collectivement et pourquoi LeBron est forcé à shooter. Donc l'action se déroule, regardez, LeBron justement essaye de rentrer, mais Marcus Morris est en attitude et empêche complètement l'accès au cercle. Et en fait, c'est le placement d'Al Horford. C'est le placement d'Al Horford qui est vraiment intéressant. Il va se désintéresser un petit peu de Cedi Osman, qui est ici, pour pouvoir empêcher LeBron de passer par l'intérieur. Par conséquent, LeBron il est obligé d'aller chercher l'extérieur. Donc déjà, on enlève une première option offensive à LeBron qui est celle d'aller chercher dessous un panier facile. Donc là, on se retrouve vraiment sur un avantage stratégique assez intéressant pour Marcus Morris, c'est qu'il ne peut pas être surpris de là où va aller LeBron. Parce que si jamais LeBron part à l'intérieur, alors Ford sera présent.
Par conséquent, Marcus Morris, son but est de défendre LeBron simplement sur cette partie-là du terrain, ce qui est un travail beaucoup plus simple que s'il ne sait pas vraiment s'il va partir à droite, à gauche, s'il va tirer, s'il va aller au lay-up. Et en fait, ça va un petit peu bloquer LeBron parce que Marcus Morris va très très bien défendre et LeBron va se retrouver obligé à aller chercher un step back difficile. C'est quand même un step back très très loin du panier et qui va se conclure par un tir manqué. Donc l'action elle est vraiment intéressante à ce titre là parce qu'on voit tout le plan en fait de Brad Stevens. L'idée c'est si LeBron part sur un côté, ce qui va se passer c'est qu'Al Horford va flotter un peu ou un intérieur va flotter un peu pour empêcher LeBron de passer à l'intérieur. Ça ne sera plus qu'un duel en 1 contre 1 sur une partie assez faible du terrain pour Marcus Morris ou le défenseur qui défendra sur LeBron à ce moment-là. LeBron aura la possibilité de le prendre en vitesse, mais pas forcément facile face à Marcus Morris qui a des bonnes cannes, qui est grand, qui est costaud. Et LeBron va choisir du coup plutôt d'aller chercher un tir difficile et qui va en l'occurrence être manqué. Donc vraiment une première action intéressante qui nous permet de voir une première option défensive qu'aura Boston quand Marcus Morris défendra sur LeBron James. Je vous ai souvent expliqué que la principale difficulté quand on défend face à LeBron James, c'est son jeu de passe. Mais au-delà de son jeu de passe, c'est son intelligence de jeu qui est absolument incroyable. Et je vais vous montrer au travers des 2 prochaines actions comment il arrive en fait à s'ajuster aux défenses et à toujours trouver une solution intéressante. Et évidemment, je trouve que la meilleure solution, c'est d'essayer de lui laisser le tir parce qu'il aime bien tirer. Et que globalement, c'est là où il va être le moins réussite. Mais là, on va essayer de comprendre qu'est-ce que LeBron fait si bien dans la lecture du jeu au travers des 2 prochaines actions. Celle-ci, ça va être une passe pour Jordan Clarkson. Je vous lance l'action une première fois à vitesse réelle pour que vous puissiez comprendre un peu tout ce qui se passe. Ça paraît être une action assez simple qui ressort pour Jordan Clarkson qui va mettre le 3 points. Mais en fait, là-dedans, il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce que fait Boston. On est en deuxième mi-temps et c'est là où les Cavs ont commencé à accélérer et à passer le cap et à dépasser vraiment Boston. Et là, en fait, on va voir tout ce que fait très très bien LeBron. Comme je vous l'ai souvent expliqué, et de toute façon, c'est complémentaire de la vidéo que je vous ai explicative sur le jeu de Tyronn Lue. On a la balle post-haut pour LeBron et quand la balle est post-haut pour LeBron, il faut plus se concentrer sur ce que font les autres joueurs que sur ce que fait LeBron à proprement parler. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un premier écran sans ballon pour Rodney Hood qui va donner une cut à l'intérieur que LeBron ne va pas utiliser et qui va donner une deuxième option qui est l'écran de Larry Nance. Et là en fait on va comprendre à la fois la défense de Boston mais surtout la lecture de LeBron. Donc LeBron va attaquer le panier, Marcus Morris est pris dans l'écran, donc un premier écart est fait. Par conséquent Aaron Baines, regardez, par cette indication dit à Marcus Morris, prend Larry Nance, seulement il est un petit peu en retard parce qu'on ne peut pas laisser LeBron avec autant d'espace ici pour opérer. Donc Marcus Morris va courir vers Larry Nance. Comme il est en retard, c'est Sami Ojeleye qui va descendre sur Larry Nance ici. Aaron Baines n'a pas une attaque très agressive. Marcus Morris, lui, est un peu en difficulté. Et là, toute l'intelligence de LeBron, c'est qu'il va tout de suite à l'opposé l'homme libre. Et il arrive à la donner à Jordan Clarkson qui peut tirer à 3 points et faire filoche. Et c'est une action assez intéressante parce que ça montre les ajustements de LeBron. En première mi-temps, il avait essayé de faire beaucoup dans un contre 1 contre Marcus Morris. Deuxième mi-temps, il a compris qu'on changeait surtout. Il ne va pas spécialement faire du 1 contre 1, il va la prendre poste haut, profiter des mouvements des Cavs sans ballon, profiter d'un bon spacing pour pouvoir délivrer une passe intéressante et une passe qui permet d'avoir un panier assez simple. Mais tout ça est purement basé sur la lecture de jeu de LeBron et les aides obligatoires défensives de Boston. Le problème est que quand LeBron se met, je vous ai expliqué une fois que pour moi le prime de LeBron c'était quand il était en mode distribution et qu'après il en profitait pour scorer. Là, les Celtics savent que LeBron va distribuer. Par conséquent, si Ojeleye, on va vous remonter l'action, mais si Ojeleye ne descend pas sur Larry Nance, à ce moment-là, LeBron il va trouver une passe à terre, une bound pass comme on dit, et ça sera un panier facile pour Larry Nance. Par conséquent, Ojeleye est obligé de descendre. Évidemment, le tir à 3 points est plus difficile à rentrer qu'un double pas dans la raquette, est obligé de descendre. Et là, la confiance de LeBron en ses partenaires et la lecture du jeu lui permet de renverser à l'opposé. Le placement tactique était intéressant, étant donné que tout se passe dans cette zone-là, et que cette zone-là où Jordan Clarkson est complètement libérée, et ça donne un 3 points ouvert pour Jordan Clarkson, qui permet de donner à ce moment-là 20 points d'avance aux Cavs. Deuxième action qui montre toute la palette de LeBron James et pourquoi il est si difficile de défendre sur lui, ça va être une action un petit peu similaire à celle de tout à l'heure, simplement ça va être un écran qui va provoquer un changement assez rapide. Le changement étant assez rapide, LeBron va jouer le 1 contre 1, et va profiter de sa qualité à 3 points pour mettre un panier sur la tête de Greg Monroe. Je vous le montre une première fois à vitesse réelle pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Après, quand je vous le mettrai au ralenti. Donc voilà, le changement a été fait. C'est Greg Monroe face à LeBron et LeBron profite de son avantage technique
pour mettre un 3 points sur la tête de l'intérieur de Boston. Absolument magnifique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Spacing de qualité de la part des Cavs, étant donné qu'on laisse beaucoup d'espace à cet endroit-là, tout en gardant une option ici. Si jamais Cedi Osman était ici, rappelez-vous, c'est ce que je vous avais expliqué une fois en vous montrant des actions de spacing, c'est qu'en fait, il y aurait moins d'options, c'était notamment celle des Cavs, époque David Blatt, il y aurait moins d'options pour les LeBron James, ça serait plus facile pour la défense, donc tout l'intérêt de laisser quelqu'un ici. Donc le spacing des Cavs est très bon, ça peut permettre de jouer un pick and roll avec énormément d'espace, c'est ce que vous voyez ici, il y a quand même énormément d'espace tout ici pour pouvoir défendre, sachant que LeBron sait que s'il attaque le panier, des aides vont venir et des shoots vont se délivrer. Écran est posé, changement, et là à ce moment-là, c'est là où on voit toute la variété de LeBron. Je vous ai montré une action où il est capable de distribuer, évidemment je ne vous ai pas montré toutes les actions où il est capable de pénétrer, vous connaissez, vous avez vu toutes les actions contre Toronto, il est capable de mettre des fadeaway. Et là, autre corde à son arc, il va aller jouer le 1 contre 1 avec Greg Monroe et va lui proposer quelque chose de très compliqué qui est un 3 points step back, mais qui va rentrer dedans. Et là, c'est toujours la même chose, quoi. Face à LeBron James, vous faites des choix en fait. Et à un moment donné, vous êtes conscient qu'il est capable de vous battre même quand vos choix sont bons et que votre plan de jeu est bien exécuté. Et là, c'est exactement ce qui se passe, étant donné que Greg Monroe sait que s'il colle LeBron, à ce moment-là, regardez, s'il colle LeBron, il est mort. Il est cuit parce que LeBron va attaquer le cercle. Des aides vont venir, il va y avoir de la passe, ou s'il n'y a aucune aide qui vient, il va finir. Par conséquent, Greg Monroe choisit peut-être la meilleure option, qui est celle de laisser shooter à 3 points. Le problème, c'est qu'il met dedans, et que le LeBron de cette année, il est tellement difficile à défendre parce qu'il met extérieur, que c'est vraiment un sacré casse-tête. Les Celtics, ils ont eu un petit peu, pour moi, on va dire un test grandeur nature au premier tour, en jouant face à Giannis Antetokounmpo. Et c'est Al Horford qui l'a beaucoup défendu. Alors moi, j'ai noté Sami Ojeleye, Marcus Morris et Al Horford en défense sur lui la plupart du temps. Et on va voir, évidemment, on sait qu'Giannis a un jeu qui peut paraître un petit peu similaire de celui de LeBron, même s'il est plus agressif que lui, mais avec quand même des petites différences. Et on est beaucoup à dire, et moi le premier, même si en prenant ces analyses, je me suis rendu compte que je m'étais un peu trompé, mais on est beaucoup à dire que Giannis était une bonne répétition pour Boston, et que le plan défensif qui a été utilisé contre Giannis peut être éventuellement le même contre LeBron James, et que Boston va pouvoir s'en inspirer. Donc du coup, j'ai essayé de vous reprendre un extrait vidéo d'un moment où il y a eu une défense assez... J'ai regardé 2 matchs, il y a une défense assez symptomatique de ce qu'a pu faire Boston contre Giannis Antetokounmpo quand Al Horford était en défense dessus, parce que je pense que Al Horford va devoir se coltiner LeBron quelques fois dans le match. Et vous allez voir l'action, en fait, Al Horford, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se coller à Giannis avant de lui laisser de l'espace. En fait, il va pas craindre son tir, ce qui va obliger Giannis... Parce que Giannis est comme ça, il va l'obliger à pénétrer. Et là, Al Horford, il est quand même mobile, il est quand même puissant, et il va réussir à le contrôler. Donc on se regarde cette action où en fait Giannis prend la balle une première fois, il va essayer de le coller et de l'attaquer. Et en fait, il va réussir à obtenir la faute, mais son attaque de cercle, elle va être uniquement basée sur son dribble et sur sa puissance. Regardez, il va prendre la balle, on va se la mettre au ralenti, et tout de suite il va essayer d'aller coller à Horford. Parce qu'en fait, c'est l'option qu'a Giannis avec ses grands bras, sa puissance, il est habitué d'aller chercher le 1 contre 1 et d'aller provoquer son adversaire pour essayer de le faire déjouer. Sauf que Al Horford, c'est quelqu'un qui connaît la défense par cœur, qui a une superbe utilisation de ses jambes et de ses bras, et par conséquent, c'est très très compliqué de l'attaquer de la sorte. En plus, il y a un autre élément intéressant, c'est l'endroit où Milwaukee décide de lui donner le ballon. Vous voyez, c'est ici à 90. C'est pas un endroit très évident parce que le spacing ne peut pas être vraiment très très performant, étant donné que dans tous les cas, on va avoir une possibilité d'aide. Cet endroit-là, il faudra essayer pour Boston d'amener LeBron parce que ça rend toutes les aides beaucoup plus faciles. Les passes, en fait, vont être données dans des zones qui vont être ici, ou ici, ou ici, ou ici, qui sont des zones, en fait, assez facile pour la défense pour revenir, et par conséquent on pourra doubler assez facilement sur le joueur. On remarque que comme contre LeBron, il y a une volonté d'empêcher l'accès au cercle par l'intérieur en mettant beaucoup de présence à cet endroit-là. Vous allez le voir, regardez, Jason Tatum est déjà en position d'aide et Sami Ojeleye est pas très très loin étant donné qu'il est sur Tyler Zeller. D'ailleurs je crois que c'est Jason Tatum qui va venir faire la faute. Voilà, donc ils ont réussi à faire une aide, et c'est ce genre de plan que devra essayer de suivre Boston. Mais il y a une différence majeure entre Giannis et LeBron James, et je vais vous la montrer sur la vidéo d'après. Vous allez voir, c'est assez criant sur comment les Cavs vont gérer les 1 contre 1 contre Al Horford. Bon, sur cette action, vous allez vous régaler parce que c'est un modèle de 1 contre 1, c'est un modèle de joueur supérieur, et c'est un modèle de joueur qui a
plein de cordes à son arc et qui rend tout compliqué pour la défense adverse. Et ça sera toute la difficulté que va avoir Boston à défendre sur LeBron James. Je vous la mets une première fois à vitesse réelle, donc c'est un rebond offensif de LeBron qui va jouer un contre 1 contre Horford. On lui laisse de l'espace, il le teste un petit peu et hop là, shoot mi-distance dans ta tête. C'est toujours compliqué de prendre un shoot mi-distance comme ça. Ça fait toujours très mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe sur cette action? On va revoir un petit peu au moment de la prise de balle de LeBron au poste, qui va être ici. Donc George Hill en fait va se dégager pour laisser de la place à LeBron et offrir plusieurs possibilités à LeBron. Tout à l'heure quand je vous ai montré Giannis, la difficulté qu'avait Giannis, c'est qu'il se retrouvait ici. Donc en étant à 90, l'attaque ligne de fond était compliquée. Par conséquent, il était un peu obligé d'attaquer à l'intérieur, mais la défense de Boston s'ajustait correctement et lui proposait de doubler. Par conséquent, le choix logique, c'était de tirer. Là, LeBron va prendre la balle à 45, ce qui est assez différent. Et George Hill va partir pour lui laisser l'accès au cercle de ce côté-là. Par contre, Jaylen Brown flotte toujours pour empêcher l'accès de ce côté-là. Donc LeBron a logiquement deux options, celle du tir et celle de la pénétration. Giannis, ayant moins de cordes à son arc que LeBron, avait fait un peu le choix forcé d'aller chercher la pénétration par l'intérieur, là où il y avait l'aide, mais plutôt bien joué puisqu'il avait réussi à obtenir la faute. Là, LeBron va un peu tester à Horford pour voir quoi faire, évidemment en feintant l'attaque côté droit. Il va voir que Horford prend pas dedans et en fait lui demande de tirer. Et c'est sauf que c'est ça la plus grosse différence entre Giannis et LeBron James. Regardez là, il n'y a pas de système en place, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Là, il n'y a pas de système en place et c'est la défense entre Giannis et LeBron James. Il y a quand même un écran qui se fait là-haut de Kyle Korver pour Rodney Hood, mais Rodney Hood n'a pas un placement très intelligent. Mais Jaylen Brown prend quand même l'information, même si Jason Tatum lui parle, et ça le déstabilise et ça rendrait l'attaque de cercle possible pour LeBron James de ce côté-là. Mais LeBron là va le tester un petit peu et va choisir de lui mettre à mi-distance sur la tête. Et c'est là que va être toute la difficulté pour Al Horford, c'est que LeBron a la possibilité de tirer et finalement la défense de Al Horford elle sera peut-être un petit peu similaire à celle de Greg Monroe. C'est-à-dire qu'ils ne lui laisseront pas l'accès au cercle facilement et parce que le système un peu avec les flottes de Boston rendront difficile l'accès au cercle. Mais ils vont être face à un mec qui est absolument incroyable et qui va pouvoir leur proposer ce tir mi-distance assez létal et qui peut être une arme vraiment intéressante pendant le match. Qu'est-ce que j'ai essayé de vous montrer au cours de ces vidéos? J'ai essayé de vous montrer les différentes défenses que va pouvoir mettre en place Boston avec des match-ups assez différents. J'ai essayé aussi de vous montrer quelle était l'attitude collective défensive de Boston qui est de flotter pour empêcher l'accès au cercle. J'ai aussi essayé de vous montrer les qualités de LeBron James comparé par exemple à Giannis Antetokounmpo et la variété incroyable qu'il a dans son arsenal. Je rappelle quand même que Boston lui avait proposé 8 joueurs différents et probablement qu'il y en aura un 9e avec Marcus Smart, enfin même s'il faut enlever Kyrie Irving qui ne défendra pas sur lui parce qu'il est blessé et Daniel Theis aussi qui ne défendra pas sur lui parce qu'il est blessé. Mais quand même 8 joueurs différents et 8 solutions trouvées quasiment différentes par LeBron James en 1 contre 1 lors du match de saison régulière. Ce qui est quand même plutôt énorme. Néanmoins, j'ai quand même envie de vous mettre en évidence quelque chose, c'est l'intelligence de changer sur tous les écrans, parce que ça offre des mismatchs à LeBron James, et LeBron James peut aussi avoir envie de se concentrer sur sa capacité individuelle à mettre des paniers, et ça peut casser un peu le rythme des Cavs. Donc cette option défensive que va prendre Boston, moi je la trouve aussi plutôt intéressante. Et on va essayer de voir ce que ça donne concrètement en match. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette opposition. Est-ce que vous pensez de ce que va faire Brad Stevens face à LeBron James? Quelles options il va prendre? Est-ce que ça va être faisable de stopper LeBron? Est-ce que LeBron va être la clé du jeu des Cavs? Et justement sur ces mismatchs proposés, ces changements d'écran, est-ce que Brad Stevens va être suffisamment intelligent pour trouver toutes les solutions face à LeBron? Enfin, dites-moi un petit peu votre avis voilà, sur cette opposition et sur la série de manière générale, ça m'intéresse vraiment. Donc mettez-moi tout ça en commentaire et puis on pourra discuter de tout ça comme on le fait à chaque fois. Écoutez, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. Allez, ciao ciao!